Bienvenue pour cette exploration. On plonge aujourd'hui dans un paradoxe chinois. Hmm. Assez frappant. Ah oui, Le pays vise 5% de croissance, mais la conso des habitants, elle représente seulement 38% du PIB. Hmm. Aux États-Unis, par exemple, c'est presque 70%, donc l'écart est énorme. C'est un vrai casse-tête. absolument. Et cette part très faible de la consommation, c'est vraiment le cœur du défi pour Pékin. Oui, pour compenser, la Chine a misé sur d'autres choses pendant longtemps, mais bon, ces stratégies, elles semblent arriver au bout là. Parlons-en justement. Le premier levier, très visible, c'était la construction massive, c'est ça? C'est ça, des routes, des ponts, des logements, des TGV. Tout ça, ça a dopé les chiffres de croissance, non? Exactement. Un moteur puissant, mais à court terme surtout. Hmm. Parce que beaucoup de ces infrastructures sont en fait sous-utilisées. On pense aux fameuses villes fantômes, Ah oui, des millions de logements vides, mais l'important c'était l'activité pendant la construction. C'est une croissance un peu artificielle, quoi, pas forcément durable. c'est fou d'imaginer ça. Construire sans savoir si ça servira juste pour le PIB. L'analyse qu'on a lue suggère même qu'on pourrait construire, démolir, reconstruire. Oui, pour gonfler les chiffres, Mais on voit bien que ça craque. Les faillites dans l'immobilier, ça le montre. Le modèle sature. tout à fait. Et l'autre pilier, les exportations, ça coince aussi de plus en plus. Ah bon? Oui, le reste du monde est moins, disons, moins prêt à absorber toute la surproduction chinoise. On voit du protectionnisme un peu partout. Comme quoi, par exemple? L'Allemagne qui défend ses voitures, les USA à l'acier, l'Inde qui met des tarifs, les barrières montent, quoi. D'accord, donc si construire et exporter à fond, ça marche moins bien, logiquement, il faudrait stimuler la demande intérieure. C'est la logique, oui. Mais alors, pourquoi les Chinois consomment si peu? Qu'est-ce qui freine? Il y a plusieurs facteurs, en fait. Certains sont très profonds. D'abord, le poids de l'histoire, de la culture. C'est-à-dire? Une certaine peur de l'avenir, liée aux famines passées. L'analyse en cite 12 majeures en 400 ans. La dernière, terrible, il y a 60 ans, liée aux politiques du parti. Ah oui, quand même. Ça pousse à épargner au cas où, vous voyez? Et puis, il y a la dépendance agricole. Environ 40% des calories sont importées. Ça joue aussi. Cette mémoire de la pénurie, ça doit marquer, oui. Et puis il y a la démographie, l'enfant unique. Oui, l'héritage de cette politique. C'est le fameux modèle 4-2-1. Un enfant pour 2 parents et 4 grands-parents. Exactement. Potentiellement un seul soutien pour toute la famille. Ajouter à ça les coûts de la santé qui sont très élevés et pas toujours bien couverts. Mhm. Ça met une pression énorme pour mettre de l'argent de côté. Vraiment. D'accord. Donc histoire, démographie et le système économique lui-même. L'analyse pointe aussi des freins de ce côté. Oui, un point crucial. C'est la difficulté pour les gens, les citoyens ordinaires, d'investir leur épargne. De façon rentable et sûre. Contrairement à chez nous, par exemple. Voilà. Dans beaucoup de pays, investir en bourse, via des fonds de pension par exemple, ça crée un effet de richesse. On se sent plus riche, on dépense plus. Et en Chine, c'est limité. C'est plus limité, oui. Pourquoi? Parce que les gros secteurs, construction, énergie, banque, sont dominés par des entreprises d'État. C'est ça que dit la source. C'est exactement ça. Ces entreprises sont contrôlées par le Parti communiste. Et les citoyens, ils n'ont pas vraiment la possibilité d'y investir pour partager les profits comme dans une économie de marché plus classique. D'accord. L'enrichissement privé par l'investissement productif est moins facile d'accès. Le système privilégie l'État, en fait. Je vois. Ça explique sans doute la déception de pas mal d'entreprises occidentales. Oui, celle qui misait sur une explosion de la consommation chinoise. Et ça doit créer des tensions au niveau mondial aussi, non? Si la Chine ne consomme pas assez chez elle, elle exporte sa production. Tout à fait. Ce déséquilibre faible conso intérieur, forte dépendance à la construction et aux exports, c'est une source majeure de friction. Commerciale, géopolitique. L'analyse qu'on a consultée évoque des solutions potentielles. Mhm, Transférer des actifs de l'État vers les ménages, mhm. créer un meilleur filet de sécurité sociale, laisser la monnaie s'apprécier pour doper le pouvoir d'achat. Sur le papier, ça semble logique. Logique, oui, mais d'après la source, ça se heurte à un obstacle majeur, la philosophie même du pouvoir en place. Ah, c'est-à-dire? Ces mesures, ça voudrait dire relâcher un peu le contrôle de l'État sur l'économie. Et ça irait à l'encontre du socialisme aux caractéristiques chinoises de Xi Jinping. Le contrôle du parti est central, quoi. D'accord, on voit bien le dilemme. Pour résumer, un objectif de croissance fort, mais une consommation freinée par l'histoire, la démographie, un système d'investissement un peu bloqué pour les citoyens. C'est ça, Et en même temps, les anciens moteurs construction, export qui calent. voilà. Et l'enjeu est énorme. L'analyse souligne qu'une hausse même limitée de la part de la consommation, passée de 38%
à 10 ans 48% du PIB, Oui. ça changerait radicalement la donne, pour la Chine et pour le commerce mondial. Ce qui nous laisse avec une question de fond, tirée de cette lecture. Cette tension entre le besoin de contrôle du parti et la nécessité économique de libérer la consommation intérieure. Est-ce que c'est tenable à long terme? Bonne question. Que se passerait-il en Chine et pour nous tous si cet équilibre, somme toute assez précaire, venait à rompre?